Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Si comme moi tu souhaites voyager autrement, tu trouveras par ici des témoignages inspirants, des conseils pratiques et ressources originales pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, dans mon épisode Comment concilier voyage lointain et écologie, j'ai abordé furtivement la question du co-living. Et cette semaine, il est grand temps de détailler un petit peu ce qu'est le co-living. Et pour cela, j'ai invité Benoît et Fabienne qui sont, on va dire, experts en la matière. Alors sans plus tarder, je les accueille à mon micro. Belle écoute! Salut Fabienne, salut Benoît, comment ça va ? Salut. Ça va bien et toi ? Ça va bien, je suis hyper contente de vous retrouver parce qu'on se connaît quand même depuis assez longtemps. On fait partie des vieux blogueurs, est-ce que je peux dire ça ? Des dinosaures de la blogosphère. Voilà, exactement. Donc je suis contente de vous retrouver. Vous aviez déjà été invité sur mon podcast sur un épisode autour des anecdotes de voyage. Aujourd'hui, vous allez nous parler du co-living, mais avant de nous parler de cette thématique, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots ? Alors, avec plaisir. Moi, c'est Fabienne, avec... Benoît, on est mariés depuis 7 ans maintenant. Avec Fabienne, on a pas mal voyagé. On était déjà expatriés à Vienne c'est la première chose qu'on a fait après nos études. On est parti s'expatrier 2 ans à Vienne. Et puis pendant cette expatriation, on a eu envie de partir faire un voyage au long cours. Et ça, c'était en 2012. C'est ça date. Ouais. Il dit 7 ans mariés, mais ça fait 18 ans qu'on vit ensemble. Mais je n'osais pas le dire, parce que je crois que vous avez un peu le même historique que moi avec Seb. On est des vieux couples aussi. vieux couple avec pas mal de... Mais au début, tu vois, on avait une vie plutôt classique, quoi. On s'est rencontrés pendant nos études, après premier job, tout entre guillemets normal. Et à un moment donné, est venue l'idée de faire une année sabbatique. On pensait faire une année. Et ça a complètement changé notre vie. Enfin, on est parti voyager 19 mois à la place des 12 mois prévus. On a lancé notre blog de voyage à cette époque-là. Plus ou moins à la même époque que vous, en fait. Hein. C'était à peu près la même période. Et après ça, en fait, on est revenu au salariat quelques années, mais ça nous convenait pas du tout. Et en 2016, on s'est mis à notre compte. Et depuis, on voyage et on travaille en même temps. On peut appeler ça digital nomade, mais nous on savait même pas que ça existait un mot quand on a commencé à faire ça. Exact. Et puis comme il a une connotation un peu négative, on va dire qu'on télétravaille depuis où on veut, donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Et puis du coup ça, on a fait depuis 2016. On travaille depuis, principalement en Europe. Hein. On a juste commencé par 6 mois à Chiang Mai en Thaïlande, mais après on est resté uniquement sur le continent européen. Donc on a travaillé un peu partout sur le continent européen. Et en 2018, on a découvert le concept de co-living. Et ça, c'était à Tenerife. Parce qu'une des problématiques quand on travaille tout en voyageant, c'est que il y a la problématique de trouver un endroit où tu peux travailler correctement, avoir toujours un bon Wi-Fi, un bon espace de travail, mais aussi les problématiques de rencontrer des gens qui ont un peu le même mode de vie que toi. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas réussi à résoudre pendant les 2-3 premières années où on faisait ça. C'était difficile de rencontrer des gens. Ouais, c'était bizarre. On voyageait à 2, mais il y avait quand même presque un peu cette sensation de solitude ou d'isolement. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais nous, on avait vraiment des fois cette impression que on avait du mal à rencontrer du monde, ou en tout cas du monde avec qui on pouvait créer des vrais liens sur la durée, parce qu'on restait facilement 1-2 mois dans un même endroit. Oui, on était en voyage, mais pas vraiment en voyage vu qu'on travaillait en même temps, donc c'est un autre mode de déplacement et de vie, en fait, c'est un mode de vie. Du coup, c'était difficile de rencontrer des gens qui avaient un peu le même mode de vie que nous. Et ça s'est réglé en 2018 quand pour la première fois on a mis les pieds dans le premier co-living à Tenerife qui s'appelait Nine Co-living. Et ça a été une énorme révélation pour nous parce que du coup, un co-living, c'est un espace où tu peux habiter, tu loues une chambre ou même des fois tu peux louer un appartement. Et c'est dans une grande maison en général et tu habites avec plusieurs autres personnes, en général entre 10 et 20. Et là, tu as un espace de travail professionnel à disposition, tu as une grande cuisine partagée, tu as des espaces communs, tu fais des choses avec les autres gens et toutes les personnes qui habitent dans ces co-living, ils télétravaillent aussi. Des fois, tu peux être pote ou pas pote avec ces gens-là, mais comme on a tous le même mode de vie, on a déjà beaucoup de choses en commun. Depuis ce jour-là où on a découvert ce concept, on n'en est jamais revenu et on a commencé à beaucoup fréquenter différents co-living en Europe. Et c'est comme ça que est venue aussi l'idée d'en créer un.
pour revenir un petit peu au début, comment vous avez trouvé cette idée de co-living au départ? Parce que déjà aujourd'hui, je pense que c'est pas encore tout à fait beaucoup répandu le co-living, même si ça se développe. Mais au moment où vous l'avez testé, c'était encore moins connu. Comment vous en avez entendu parler pour la première fois? Et ben en fait, c'était un coup de désespoir. C'était, une fois de plus, c'était ces Airbnb où tu es mal installé sur ta chaise de cuisine, où tu as un wifi qu'on t'avait promis exceptionnel et puis qui, en fait, te permet même pas de regarder une vidéo. Et du coup, moi, je me suis mise on avait notre Airbnb qu'on avait réservé pour 1 mois, puis je me suis dit: «Mais on va faire quoi?» Donc j'ai commencé à googler coworking dans là où on était et en fait, j'en ai trouvé un, mais il était horrible. Enfin, c'était vraiment j'étais dans une cave et en fait, dans mes recherches de coworking, je suis tombée sur co-living et le co-living où on a été, le Nine, il venait d'ouvrir genre 3 semaines avant, donc il y avait pas d'avis, il y avait rien. Je sais pas, ça me paraissait bizarre. J'étais: «C'est quoi une bande de hippies qui vit ensemble? C'est quoi ce truc?» On n'avait jamais entendu parler de ça avant. Mais c'était tous les débuts du co-living, hein. Les plus vieux, ils ont 10 ans, hein, donc. Oui. C'est ça. Et en fait, à cette époque, la propriétaire, Anne, elle cherchait des volontaires pour l'aider pour le lancement du co-living et puis dans ses tâches quotidiennes. Et dans les trucs sur lesquels elle avait besoin d'aide, c'était le SEO, les photos des chambres et promener son chien Lara. Alors, tu vois, moi, j'adore enfin, les deux, on adore les animaux, enfin, le SEO, c'est assez notre truc, la photo, Benoît, il maîtrise bien. On s'est dit, ça sonne presque trop beau, quoi. Oui, Et, ça vous correspondait bien. ouais. Alors, le SEO, pour ceux qui nous écoutent, parce que voilà, tout le monde n'est pas spécialisé SEO, c'est en gros comment bien référencer son site, ses articles, etc. Donc, il y a tout un tas de techniques donc, que les blogueurs doivent connaître s'ils veulent être un minimum lus. Donc, vous connaissiez bien ce sujet-là à l'époque et encore maintenant. Ouais. C'est ça, exactement. Puis bah du coup, elle, on lui a écrit un mail en mode genre ouais, on a vu ton truc là de co machin là, puis que tu cherchais des gens. Il y a moyen qu'on aille boire un café juste pour en discuter un peu. Et en fait, on a été boire un café dans la maison. Et on est arrivé, on s'est dit wow, c'est pas possible, c'est une arnaque ce truc, c'est pas possible. Et en fait, bah non, la propriété est super sympa. On a très vite sympathisé. Et en fait, on a commencé par 1 mois en faisant du volontariat, donc en promenant le chien, en faisant des photos et tout ça, et en l'aidant avec son site. Trop dur. Trop dur. Et en fait, on logeait gratuitement en échange de ces services-là. Donc, c'était hyper cool pour nous. Et après, en fait, on a tellement aimé que quand notre volontariat s'est terminé, on est resté comme client, quoi. Puis ça a été un peu le début du truc, quoi. Ce qui nous avait fait faire qu'on était volontaire, c'est qu'on a eu c'est quand même un peu, ça a un coût, un co-living, c'est plus cher qu'un Airbnb en général, un peu. Mais du coup, non, la première fois, on avait un peu de peine à justifier le prix, et puis on se disait, ah, mais c'est bizarre, on a autant prendre un Airbnb, c'est moins cher et tout. Mais après avoir testé la première fois, on s'est dit, mais il n'y a pas de retour en arrière possible, et puis on a compris quelle valeur ça avait et pourquoi on payait un petit peu plus cher. Et puis c'est pour ça qu'après, on est resté pendant 4 mois de plus. Alors justement, si vous deviez nous faire la promotion du co-living, quels avantages justement ça a par rapport au fait de voilà, prendre un appartement ou prendre un Airbnb sur une longue durée? Moi, personnellement, quand je cherche un co-living, je regarde en premier, c'est la communauté. Donc, l'idée, c'est d'être avec une communauté bienveillante, des gens qui ont le même état d'esprit et qu'il y ait des choses qui soient faites dans le co-living pour créer cette communauté. Donc, ça, il y a différents, je dirais que, du coup, c'est pour ça que nous, on a fréquenté que des co-living qui étaient orientés sur la communauté. Parce qu'il y a plein de types de co-living, il y a plein de gens qui se brainent co-living, mais nous, quand on parle de co-living, on parle de co-living orienté sur la communauté. C'est ce qu'on connaît, nous. Donc, c'est des endroits où en général, c'est des petits co-living où il n'y a pas plus que 20 personnes, parce que plus que 20 personnes, après, c'est difficile de créer une osmose entre les gens. Et du coup, ça, c'est la première chose qui est un vrai plus, parce que du coup, quand tu arrives, le premier jour, tu rencontres tout de suite des gens, tu te fais tout de suite des amis, tu as tout de suite des gens avec qui aller partir dehors, faire tes trucs, des activités. Le soir, tu n'es jamais tout seul, tu manges avec des gens aussi. L'expérience est complètement différente que louer un appartement. Puis c'est le co-living qui organise beaucoup de ces choses-là. Puis après, tu as quand même l'aspect travail. Nous, c'était aussi une des grandes frustrations de base avec les appartes, c'est que c'était toujours un peu une loterie, tu vois. On te dit espace de travail disponible dans l'Airbnb. Enfin, vous connaissez sûrement, t'arrives, ouais, t'as une chaise de cuisine et puis t'as une petite table qui fait 30 par 30, puis t'es censé mettre 2 ordi là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que dans un co-living, t'as la garantie que t'as un wifi en béton armé dans toute la maison. Généralement, t'as une salle de conférence ou une salle pour les appels, t'as une salle de sport, mais t'as aussi tout ce qui est, on va dire, travail. T'as des vraies chaises de bureau, t'as des écrans à disposition, t'as des imprimantes, t'as des beamers pour faire des présentations. Donc t'as aussi tout ce côté vraiment, on va dire, logistique de travail qui, quand tu bosses 40 heures par semaine, en fait, c'est hyper confortable. Enfin, nous, on a aussi beaucoup bossé dans notre van ou des choses comme ça. Ça va quand tu fais quelques mails, mais si t'as vraiment des vraies journées de 8 heures,
enfin, au bout d'un moment, ça va plus, quoi. Oui, tu as envie quand même d'être bien installé. Parce que c'est vrai qu'il y a le fantasme un peu du blogueur voyage qui est toujours en train de vadrouiller, mais il y a une grosse partie du quotidien du blogueur voyage qui est d'être enfermé dans son bureau à écrire. Donc oui, c'est important de le faire en étant confortable. Et alors du coup, vous disiez, il y a différents types de co-living. Alors je sais que vous avez plutôt fréquenté les co-living indépendants, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différents types de co-living quand même qui existent pour qu'on ait un petit peu un aperçu? Oui, je pense qu'il y a 3 grandes catégories de co-living qu'on peut distinguer. Tu en as une, c'est, les co-living de ville. Ça, c'est vraiment on les retrouve dans des grandes villes. Bah, à Paris, il y en a plusieurs, mais il y en a aussi, enfin, dans toutes les grandes villes françaises ou européennes. Ça, c'est des bâtiments où ils appellent ça des unités. En fait, c'est soit des petits studios, soit des chambres, meublées. Et en fait, il y en a 100, 200, 300 dans un même bâtiment. Et en fait, ils se partagent des ressources communes, généralement au rez-de-chaussée. Ça peut être une salle de cinéma, un espace de coworking. Mais ça, Il c'est y a même vraiment... des fois des restaurants. Il y a des restaurants, mais c'est destiné aux professionnels, genre aux expats qui viennent pour des périodes de 6 mois, une année. Et Aussi qui ont... aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui fréquentent ces endroits maintenant. Complètement, ouais. Puis ça, c'est vraiment en ville. Donc, ça, c'est des trucs qui ont enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand. Et puis, les gens, en général, qui créent ces projets-là, on voit beaucoup maintenant, il y a des gros investisseurs immobiliers, les boîtes qui sont derrière ces entreprises. Là, ça s'appelle, par exemple, Outside. C'est des Axis. gros trucs. Ouais. Donc, ça, c'est pas exactement le même délire. Et puis, du coup, évidemment, s'il y a des gens qui restent, certes, c'est cool parce que tu as des infrastructures partagées, c'est super bien foutu, mais c'est 2, 3, 400 personnes des fois dans le même bâtiment. En tout cas, ça va jusqu'à ces ampleurs-là. Donc, du coup, c'est quand même pas exactement la même chose quand tu C'est pas la même philosophie, c'est plus pour le côté peut-être pratique pour C'est ça. des gens qui doivent aller télétravailler à un endroit à un moment donné. Ou... Exact. Voilà. Et c'est souvent des grosses villes, puis c'est des gros bâtiments. Et après, tu as la deuxième catégorie, ils appellent ça un peu les co-living de destination, mais en fait, c'est des chaînes. Il y a des chaînes qui s'appellent par exemple Selina, ça c'en est une très grosse. Ils ont, je sais pas, une cinquantaine de co-living dans le monde, mais surtout, tu vois, genre au Mexique, à Bali, enfin, dans ces destinations un peu de rêve pour digital nomades. Et là, c'est des grosses structures avec, ils en ont qui ont 20, 30 chambres, mais la majorité, ça monte jusqu'à 60, 70 unités, où là aussi, tu as des espaces communs, ou même, par exemple, tu as plusieurs unités qui sont groupées autour par exemple, d'espaces communs. Tu as un salon et une grande cuisine pour 10 unités, mais t'en as 7 des salons et des cuisines. Mais il y a toujours un espace de coworking aussi, Ouais. ça, donc dans ces deux catégories. Hein. Et puis, les Selina, je dirais que faut le voir un peu comme un mix entre backpacker et auberge jeunesse, auberge de jeunesse et co-living, parce que du coup, il y a des gens qui viennent que quelques jours. Tu peux aussi acheter des passes qui te permettent d'aller de Selina en Selina. Ils s'en foutent complètement si tu travailles ou pas. Hein. Tu peux y aller là-bas en tant que touriste. Et c'est encore une autre catégorie. C'est un peu entre le backpacker et le co-living, moi je dirais. Mais ils se brandent quand même co-living, quoi. Et ça, c'est vraiment une catégorie à proprement parler. Mais c'est aussi plus festif, hein, souvent. Les gens qu'on connaît qui ont été dans les Selina, c'est aussi des endroits où vraiment tu peux faire la fête, quoi. T'as du monde, vraiment, c'est aussi ambiance fête, vacances. En fait, c'est des nouvelles modalités d'hébergement parce qu'on se rend compte que le voyage, il a évolué. Les gens, peut-être, ont envie des fois de rester plus longtemps, que ce soit pour des raisons écologiques, que ce soit aussi parce qu'on a des possibilités de télétravail qu'on n'avait pas auparavant. Même sans forcément être digital nomade, il y a des gens qui peuvent, à l'espace d'un instant dans leur travail, pouvoir rester à distance ou même travailler tout le temps à distance, mais dans une seule destination, sans forcément... bouger tout le temps, parce que c'est vrai qu'on a l'image du digital nomade qui reste pas forcément longtemps aux mêmes endroits. Moi j'aimais bien vous suivre parce que justement vous montriez une autre image du digital nomade qui est pas tout le temps en train de courir partout, mais qui peut vraiment se poser longtemps à un endroit et puis ensuite évoluer. Et je pense qu'il y a plein de profils différents, mais celui qu'on met beaucoup en avant quand même, on a l'impression qu'il bouge tout le temps et qu'il bosse pas beaucoup, à vrai dire. Il est plus nomade que digital. C'est le nomade d'Instagram, celui-là. Enfin, franchement, à part ça, pour avoir passé 6 ans dans des co-living, à bouger à droite à gauche, on n'en a quasi pas rencontré, quoi. Mais oui. La plupart des gens, ils ont une vie qui est quand même tristement normale, en fait. Tu vois, dans le sens des... Mais quand je dis tristement, c'est dans un sens très positif. Comme nous, en fait, nous, ici, on le voit déjà que là, maintenant, avec le nôtre.
les gens qui viennent chez nous, c'est des comptables canadiens qui ont le droit de télétravailler 2 mois par an. Puis du coup, ils viennent là, mais ils ont une vie tout à fait fixe et posée. Mais... Dans les Célina, il y a plus le profil Instagram du digital nomade que dans les co-living, petits co-living indépendants, où là, il y a plus des gens qui veulent se poser un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que dans ces 3 types de co-living, c'est quand même des profils un peu différents. Donc, on va dire plutôt expat étudiants dans ceux des grandes villes. Dans les Célina, ce sera plutôt des gens qui sont en mode voyage un peu plus. Puis après, les petits co-living indépendants, c'est des gens qui restent clairement plus longtemps. Le séjour moyen, nous, on n'est jamais resté moins de 2 mois dans un co-living. Hein. Il y a des durées minimum? Tous les co-living ont une durée minimum. Certes, très rarement, c'est 1 semaine, mais c'est très très rare. Nous, je pense qu'on est déjà sur le côté bas, mais parce qu'on vient d'ouvrir, on est sur 2 semaines. Mais les co-living plus établis, il y en a quelques-uns qui proposent, qui demandent 1 mois minimum. Et nous, c'est clairement un objectif de se dire que si on arrive dans 1 année ou 2 à avoir suffisamment de base de clientèle, de fixer le minimum à 1 mois. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir créer cette communauté. Et si tu restes que 2 semaines, t'as pas le temps. Donc déjà, sur les gens qui verront notre site, le prix du co-living chez nous, il est clairement incitatif à rester plus qu'1 mois, quoi. Il y a 25% de rabais si tu restes plus que 30 jours, et ça s'applique sur tout le séjour. Donc tu as quelqu'un qui avait prévu de rester 3 semaines. En fait, autant rester 4 parce que c'est limite moins cher de rester 4 que 3. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps de rencontrer les gens, de pas être stressé, de vouloir tout faire. Et puis, du coup, c'est un petit peu l'idée. Et puis, pour nous aussi, c'est plus agréable. Nous, on cherche à vivre comme ça. Donc, on n'a pas envie d'avoir des gens qui restent que 2 semaines parce qu'on n'a pas le temps de les connaître, quoi. On est allé un peu vite parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais donc vous avez créé un co-living. Tout frais, mais oui. Moi, j'étais sûre déjà, vous laissez parler de vos expériences, mais en fait, vous avez créé un co-living. Vous avez spoilé déjà la suite de l'épisode. Donc, la première expérience, c'était à Tenerife. Après, vous en avez eu d'autres dans d'autres pays. Et alors, quelle différence vous avez vue, du coup, entre les différents co-living et comment peut-être ça vous a inspiré, justement, l'idée de créer le vôtre? Ouais, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, tous les co-living ne sont pas pareils. Ils ont tous des focus différents. Et en fait, il y en a un dans lequel on est allé un peu plus tard. Il s'appelle Anseu. Il est au nord de il est en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Et ça, c'est un co-living qui était dans un village de 50 habitants, dans une région où tu sais, tu te dirais, mais on va jamais aller là-bas. Et en fait, c'est un co-living qui axe exclusivement sur la communauté, enfin en tout cas en grande partie, mais aussi sur l'impact qu'ils ont au niveau local. Et en fait, c'est quelque chose où pour nous, ça a été comme une espèce de, je sais pas, de révélation, on peut dire quoi, on peut dire ça comme ça. Mais de voir en fait l'impact local qu'avait le co-living auprès du village. En fait, maintenant, le co-living, ils organisent des apéros ou des repas canadiens où en fait, il y a 70 personnes du village qui viennent, sachant qu'il y a 50 habitants dans le village. Donc en fait, les gens viennent même des villages alentours pour amener des plateaux, partager, jouer de la musique. Et en fait, c'est pas juste un lieu d'hébergement où t'as quelques gens qui télétravaillent un peu dans leur petite bulle qui sont là, mais c'est vraiment devenu un point de rencontre entre personnes de l'étranger, gens du village, ça dynamise la région. Et pour nous, ça a vraiment été une espèce de claque de se dire, mais waouh, en fait... Ça peut aussi être ça, un co-living. C'est ça. Et en fait, t'as plein d'esprits créatifs qui se rencontrent dans cet endroit-là. Et du coup, t'as aussi des solutions qui peuvent se trouver pour des problématiques qu'une région, elle peut avoir. Genre, par exemple, en Galice, un des problèmes qu'ils avaient, ils avaient des vieux systèmes de canalisation. Ils avaient souvent des fuites d'eau. Et en fait, il parlait de ça avec un ancien du village. Puis un des clients, il était ingénieur en robotique. Puis il dit... ouais, mais on n'a qu'à mettre des petites caméras, puis on a une notification push sur le téléphone, puis avec un Arduino, on fait ça, puis en fait, comme ça, au moins, tu sais quand il y a une fuite d'eau, ça vous évite de perdre des milliers de litres et d'arriver à pas avoir d'eau pendant les sécheresses. Puis ils étaient là, mais comment? Et en fait, le gars, en 1 semaine, il a bricolé un truc, il a fait un prototype, il a installé la petite caméra, et en fait, ça mesure le compteur d'eau toutes les heures ou tous les jours. En fait, ça prend des photos du compteur d'eau et du coup, maintenant, tu peux facilement reconnaître les numéros sur la... Puis du coup, après, ça envoie... S'il y a une anomalie, ça envoie une notification, enfin un SMS au propriétaire de la maison pour dire « Hey, t'as probablement une fuite ». Et du coup, ils peuvent détecter les fuites. Mais tu sais, c'est un truc... Enfin, c'est bête, mais le co-liver, ça lui a pris 3 jours. Ça l'a amusé de faire ça. Mais ça a résolu une problématique du village, tu vois. Et maintenant, il y a même un gars qu'ils ont embauché pour un petit peu développer le concept, quoi. Et du coup, c'est un mec du village qui travaille sur le projet. Et puis, c'est la municipalité qui l'a embauché pour ça, ouais. Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'impact local qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le co-living.
Et ça, on n'avait jamais vu avant. Dans tous les autres co-living qu'on a fait avant, c'était plus des endroits où on rencontrait des gens, où on pouvait travailler. Mais au sein de la maison. Au sein de la Oui, maison. où il y avait peut-être une synergie entre les personnes qui travaillaient Exact. du coup, alors pas forcément ensemble côte à côte, mais forcément il y a des échanges. Donc j'imagine que c'est toujours hyper enrichissant de rencontrer des gens qui sont d'horizons différents parce que vous le disiez, hein, le digital nomade, c'est pas forcément qu'un blogueur ou qu'un Instagrammeur. Il peut y avoir Vraiment des pas. comptables, il peut y avoir du coup des ingénieurs en robotique, plein de profils différents. Et forcément, ça peut créer des synergies assez inattendues. C'est ça qui peut être intéressant d'un point de vue déjà professionnel. Et puis du coup, dans les co-living, souvent, enfin ça c'est un truc qui est organisé assez souvent, ce qu'ils appellent des skill share. Donc c'est typiquement s'il y a quelqu'un qui a une compétence particulière dans un domaine, ben les Le soir, propriétaires du co-living en général, ils demandent de partager, faire des partages de connaissances. Et puis du coup, ouais, il y a des présentations qui se font en général une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, de quelqu'un qui présente un sujet sur lequel il est un peu expert. Puis du coup, ça t'ouvre, t'apprends des nouveaux trucs. Des fois, ça ouvre des collaborations. Je pense qu'il faut l'avoir testé pour comprendre. C'est très difficile. Nous, on peut bien expliquer le concept, être enthousiaste au possible. Mais en fait, c'est marrant parce que nous, on a souvent dans la maison les first-timers, comme on dit. Ben, en général, la première expérience dans un co-living, c'est le truc qui te change ta vie, quoi. Ouais. Tu as vécu tellement de trucs en si peu de temps que tu te dis, mais plus jamais je vivrai comme avant après ma première expérience en co-living. Et on a déjà eu des first-timers ici. Et franchement, tu vois, il y a un avant et un après, quoi. Et si les personnes ils crochent avec le concept, en général, ils reviennent pas en arrière, quoi. Et à votre avis, quand on entend parler du concept de co-living, qu'est-ce qui peut être un obstacle au passage à la première expérience? Je pense que le côté, tu vois, de vivre à 10, c'est un pas par rapport à quelqu'un qui a l'habitude de vivre tout seul. Donc ça, c'est sûr. Après, quand tu disais, j'ai envie, mais je suis un peu timide, je pense que justement, c'est l'endroit parfait. Parce que du coup, t'as un endroit où les contacts sont facilités. C'est pas à toi de faire les pas, parce que bah, nous, chaque soir, par exemple, il y a on mange ensemble et on fait des équipes de 2-3 personnes pour cuisiner ensemble. Donc quelqu'un d'un peu plus timide, il va peut-être pas oser se présenter et parler au repas, mais par contre, au moment où il va cuisiner avec une ou deux autres personnes, bah, t'as 1 heure et demie où tu commences à discuter, genre, ah, toi aussi t'aimes les raquettes, ah, bah, peut-être qu'on pourrait aller samedi faire des raquettes. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Et du coup, ça, c'est, je pense, une des questions que les gens pourraient se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas trop de monde ou trop d'activités? Tout est toujours optionnel, mais c'est clair que, bah, il y a du monde, quoi. Nous, quand on est 14 dans la maison, oui, c'est assez Il y a animé, de la quoi. vie. Il y a de la vie. Après, le deuxième point, je dirais, c'est peut-être le budget. Parce que les gens, ils réfléchissent en se disant, ouais, mais attends, un Airbnb, genre en Espagne, ça me coûte 800 € le mois. Je vais faire mes courses, machin, j'en ai pour 300. Pourquoi je paierais 1 500 € pour un co-living? Clairement, on s'était dit aussi. Et en fait, ce qu'on n'avait peut-être pas forcément vu, c'est le côté que bah, nous, notre Airbnb à 850 €, bah, on n'avait pas le Wi-Fi, donc il fallait qu'on prenne un abonnement de coworking chacun. Donc en fait, si tu mets les choses bout à bout, c'était pas non plus une grosse différence de prix pour en plus avoir le côté communauté. Parce qu'avant, quand on était en Airbnb, bah, finalement, le soir, on allait dans des bars ou dans des restos pour rencontrer du monde. Puis bah, là, on restait plus à la maison. Non, puis même, on n'arrivait jamais à rencontrer Non, on du n'arrivait monde. pas, C'est mais pas... Ouais. L'expérience est complètement Ouais. différente. On ne rencontre pas le même type de monde. Après, c'est presque parfois, c'est une petite bulle. Il y a les exceptions du co-living à Annecy où on disait que la bulle, là, elle est ouverte parce qu'ils ont réussi à faire des choses avec les gens du coin. Mais tu es un peu dans une sorte de petite bulle dans le co-living où tu es avec des gens qui ont le même mode de vie que toi et ça change complètement l'expérience. Et le troisième point, peut-être juste, tu sais, qui intimide les gens, ça c'est pour les francophones, c'est que souvent les co-living c'est pur anglophone. Ah oui. Et ça c'est un truc où je sais qu'il y a des gens, on a eu quelques-uns des francophones qui sont venus et qui nous ont dit avoir été méfiants et avoir hésité parce que leur anglais était pas, tu vois, ils avaient peur de se retrouver avec des Américains et des Anglais. Mais des co-living francophones, j'en connais encore pas. Non. Donc, même les co-living en France, il y en a. Enfin, ça pourrait arriver, hein, ça pourrait commencer, mais pour l'instant, c'est uniquement anglophone parce que les gens qui sont en télétravail, ils sont principalement, en général, tout le monde parle assez bien anglais. Du coup, c'est un séjour linguistique en bonus, quoi. Oui, parce que en fait, j'imagine que même si on n'a pas un anglais parfait, les gens qui viennent dans des espaces de co-living, ils savent qu'ils vont rencontrer tout type de gens qui sont pas forcément anglophones de naissance et qu'il y a une sorte quand même de bienveillance. Il y a tu vois, des native speakers, comme on dit, mais genre, bah là, par exemple, nous, il y avait plein des Italiens, des Allemands, et en fait, ils n'ont pas non plus un anglais qui est parfait. Et en fait, je pense que quand tu apprends aussi ou que tu n'es pas parfaitement bilingue, avoir un Italien qui parle avec un fort accent italien et tout ça, en fait, c'est bien aussi parce que tu t'exposes, puis
t'as aussi peut-être plus de facilité à comprendre quelqu'un qui a un anglais qui est pas ultra rapide, avec pas toujours les mots parfaits, mais ça décomplexe aussi un peu, quoi. Ça décomplexe, mais par contre, c'est vrai que ça, il faut l'avouer, hein, si l'anglais il est plutôt à un niveau un peu plus bas, c'est une expérience qui est un peu plus fatigante parce que du coup, tu dois être concentré tout le temps pour parler. Donc ça, moi, c'est une expérience que j'ai eue parce qu'au début, mon anglais, il n'était pas top, et du coup, j'ai vraiment dû casser le truc, mais c'est vrai qu'au début, ça me fatiguait. Du coup, j'étais peut-être plus souvent dans mon coin, mais maintenant que mon anglais il est mieux, ben, du coup, c'est vraiment plus un souci. Je crois qu'aussi dans certains co-living, il y a aussi, on paye un peu on va dire l'organisation interne, le ménage, il y a aussi des choses aussi autour de ça. T'as le ménage, les changements de draps. Et après, tu vois, c'est ça, c'est que tu sais, tu dis c'est cher, mais maintenant, nous, on a aussi eu cette impression, mais maintenant qu'on est de l'autre côté, en fait, un co-living, justement, dans les grandes villes où t'as 200-300 unités, moi, je trouvais ça bête. Je disais, mais pourquoi ils font ça? Maintenant, j'ai compris. C'est qu'en fait, t'es obligé d'avoir une telle échelle pour que ce soit rentable. Dans les co-living de petite taille, je vais être honnête, ils tournent, mais les propriétaires, ils vont jamais devenir millionnaires avec ça. Oui, Parce qu'en fait, t'as quand même des charges qui sont associées à des bâtiments qui sont grands. Souvent, ils sont un peu vieux parce que enfin, tu peux pas acheter 10 millions un truc neuf. Donc, t'as des rénovations conséquentes, t'as des chauffages, enfin, quand t'es en région de montagne, tout ça. Et en fait, les marges, elles sont pas si énormes, tu vois. Et par exemple, si tu compares à l'hôtellerie classique, c'est vite 100, 120 euros la nuit, tu vois, dans un hôtel. En co-living, en fait, ça commence à 30 euros la nuit. Bah nous, c'est une des raisons pour lesquelles on a un séjour minimum aussi et que beaucoup de co-living le font. C'est qu'en fait, les co-living, ça reste infiniment moins cher que l'hôtellerie classique. Et tu veux éviter que des gens, bah nous, par exemple, dans une destination de ski, on veut surtout pas que des gens viennent skier, tu vois, pour des vacances, puis qu'ils réservent parce qu'on est moins cher que l'hôtel du coin. Quel type de profil vous avez un peu dans les co-living que vous avez fréquentés? Les gens, ils travaillent quand même du lundi au vendredi. C'était pas notre cas d'ailleurs, hein, avec Fabienne, vu nous, on était à notre compte blogueur, on pouvait travailler quand on voulait. Et après, les horaires, ils sont un peu différents parce qu'il y a des gens qui travaillent sur différents fuseaux horaires. Donc, du coup, il y a des gens qui travaillent plutôt tard le soir et des gens qui sont plus du matin. Donc, il y a toujours du monde dans le coworking, je dirais. Et le week-end, par contre, là, il y a plus d'activités qui s'organisent, du coup. Et là, les gens, ils organisent des choses entre eux pour faire des choses. Il y a des gens qui sont un peu plus casaniers, qui restent plus dans le co-living. Mais nous, on faisait clairement partie des gens qui bossaient beaucoup parce que nous, on était en mode voyage. Et quand on était en voyage, on travaillait pas beaucoup. Et quand on payait un co-living, c'était justement pour être productif. Donc nous, on faisait partie de ceux qui passaient beaucoup d'heures à bosser quand on était en co-living. Et du coup, moins quand on voyageait. Mais du coup, il y a aussi des profils de gens qui ont des temps partiels qui leur suffisent amplement d'ailleurs pour pouvoir rester dans des co-living. Donc du coup, eux, ils profitent parce que du coup, ce qui est bien dans un co-living aussi en général, c'est des maisons atypiques, souvent grandes, auxquelles tu n'as pas accès si tu es dans un Airbnb. Quand tu loues un Airbnb, en général, tu as un tout petit appart pas incroyable. C'est foufou, quoi. Tandis que là, dans les co-living, c'est une salle de sport, des énormes maisons terrasse, avec des super terrasses qui sont dans des endroits incroyables, avec exact, la salle de sport. Donc, c'est des endroits où il fait bon vivre. À Nine Co-living, le premier où on a été, il y avait 1 heure de cours de yoga sur la terrasse au lever du soleil chaque matin qui était compris. J'ai vu les photos. Tu vois, moi, je n'étais pas très yoga, mais clairement, quand tu as une vue pareille et que tu es sur la terrasse et puis que c'est compris dans le prix, bah, on s'est mis au yoga, quoi. Alors justement, là on parle de plein de co-living que vous avez testés, mais je pense que c'est le moment de parler de votre co-living. Voilà. Comment est venue l'idée de créer le vôtre et par quelles étapes vous êtes passé? Je sais que ça n'a pas été forcément très très simple. Après la première expérience en Galice, dans ce co-living qui s'appelle Anseo, bah, du coup, ça nous a ouvert vraiment une autre vision du co-living. Le fait de voir qu'en fait, un co-living, ça pouvait avoir un impact supplémentaire, plus de sens, c'est quelque chose qui nous a clairement motivé à nous mettre dans le projet. Le moment où on s'est vraiment mis à chercher un bien immobilier pour ouvrir ce co-living, c'était après le Covid. Pendant le Covid, on avait un peu une espèce de crise, un peu de sens, de se dire, mais ce qu'on fait, en fait... ça apporte rien. Enfin, c'est pas tellement indispensable. Tu voyais que les professionnels, je me rappelle pendant le Covid, il y avait eu tout ce sujet enfin, on voyait bien que les gens qui étaient indispensables à la société, c'était les gens qui étaient les moins bien traités en général, les éboueurs, les caissiers, caissières, toutes ces choses-là. Et puis moi, à ce moment-là, avec tout ce qu'on faisait, le développement web, blog voyage, tous ces trucs-là, on a eu un petit coup de démotivation, quoi, je dois dire. Et c'était à ce moment-là que se dire on a besoin de s'investir dans un nouveau projet qui soit un peu plus impactant et puis qui nous donne plus de sens. De valeurs plus concrètes, ouais. Et quelque chose aussi de plus concret où on n'est pas besoin de passer notre temps derrière l'ordi tout le temps. Et quand on a vu la Galice, tu vois, il nous parlait des problématiques, genre, ah ouais, tu vois, les villages en Galice, en fait, c'est une population vieillissante, les commerces y ferment, les jeunes, ils partent en ville pour étudier, mais ils reviennent pas vivre dans les villages.
On s'est regardé avec Benoît, on a dit, mais en fait, dans nos villages de montagne, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Et on est originaire de Suisse, et plus particulièrement on vivait depuis quelques années avant aussi dans les régions de montagne. Et en fait, c'est une vraie problématique où finalement on partage avec beaucoup de régions du monde, mais notamment la Galice, mais je sais qu'en France, c'est pareil. C'est des vallées reculées où en fait, la population, elle a 70-80 ans de moyenne, et en fait, non, mais c'est vrai. Quand même pas. Non, mais c'est une population qui est très vieillissante, et le problème, c'est que les jeunes descendent pour leurs études en plaine ou bien dans les grandes villes, mais ils reviennent pas après parce qu'il n'y a pas forcément non plus d'emploi. Ils ont l'habitude de voir des commerces fermés, mais des commerces qui s'ouvrent, il y en a presque plus. Et nous, on s'est dit, mais en fait, on pourrait faire aussi quelque chose à ce niveau-là, en fait, créer un petit truc qui aurait un petit impact dans un village de montagne, quoi. Je sais qu'en France, par exemple, il y a de plus en plus de destinations de montagne qui essayent d'attirer les gens qui font du télétravail pour justement venir animer de temps à autre les villages, et qui est voilà ce sorte d'aller-retour, d'animation continue pour que aussi les habitants qui restent dans les villages continuer à avoir une vie, parce que si tu veux des commerces, il faut que ça vive à l'année. Des fois, c'est un peu un cercle vicieux, et on voit bien en plus avec le changement climatique que le fonctionnement un peu de saison été-hiver, ça a aussi ses limites, quoi. Enfin, toutes ces choses-là, on y a réfléchi. Le co-living, si tu t'amènes la thématique des saisons, les gens qui viennent dans un co-living, en général, ils n'ont pas trop de saisonnalité. Il y en a un petit peu parce qu'il y aura des gens qui vont être intéressés par ce qui est en hiver de facto. Mais en général, les gens, ce qui les intéresse, c'est d'être dans le co-living et puis d'avoir des activités à disposition. Mais en montagne, tu as des activités toute l'année. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Donc il y a très peu de saisonnalité dans le monde du co-living, ce qui est intéressant de ce point de vue-là pour une petite commune de montagne. Puis les séjours plus longs, évidemment, ça, c'est aussi un impact positif. Donc ça, c'est des choses qui sont inhérentes au co-living, qui font que ça a déjà un impact positif de créer un co-living dans un endroit comme où on est. Pour remettre en contexte, on a acheté un petit hôtel dans un village de 300 habitants, dans une vallée plutôt pas très touristique en Suisse. On est au pied de montagnes de 4000 mètres avec des glaciers. Pour la rando, c'est incroyable. Pour le ski de rando, c'est incroyable. On a des toutes petites stations de ski, mais il y en a aussi. Il y a 1000 choses à faire quand on aime la nature. Ça s'appelle le Val d'Airain. Le petit village s'appelle les Odeurs. On est à 35 minutes de la ville de Sion, en Valais. Je confirme que le Val d'Airain, c'est très très beau. J'y suis déjà allée et c'est très très beau. Une fois que vous avez eu l'idée, il y a eu toute cette phase-là de trouver un endroit, parce que trouver un endroit qui est adapté au co-living, c'est pas forcément évident. Il faut déjà un lieu assez grand avec beaucoup de chambres, etc. Donc vous avez jeté votre dévolu sur un hôtel que vous avez aussi retapé, etc. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez pensé ce co-living, ce que vous avez envie d'y faire, quelle est la philosophie, qu'est-ce qu'on peut y trouver, quelle est votre patte particulière, puis le nom aussi du co-living, parce que s'il y en a qui veulent venir chez vous, il faut quand même qu'ils sachent un peu comment il s'appelle. Le co-living s'appelle Alpiness, si jamais. Comme happiness, mais avec un Alpe devant. Avant d'aller plus dans les détails pour ça, je pense qu'il y a une chose qui est un peu différente, que je pense que les gens ne s'attendraient pas forcément. Comment on a trouvé l'emplacement de notre co-living. En fait, on a cherché d'abord, parce que plus loin, comme on disait, ce qui nous motive dans le projet aussi, c'est pas que d'ouvrir un co-living, c'est d'avoir un impact local. Et du coup, la condition sine qua non pour avoir un impact, c'est de pouvoir créer des collaborations avec la municipalité, les autorités de la région. Donc, ce qu'on a fait avant même de chercher l'immobilier, c'est de rencontrer des présidents de communes, des maires, l'équivalent pour la France. L'équivalent des maires en France, pour présenter le projet et voir leur intérêt, en fait. Parce que si c'était impossible et même inenvisageable pour nous de nous implanter à un endroit et de se rendre compte par après que en fait le maire du coin il s'en fiche complètement de notre projet. Cirer, ouais. Vous vouliez pas être hors sol, ouais. Donc ça, c'était impossible. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait en premier. On a été rencontrer des gens dans des communes, et puis c'est comme ça qu'on a choisi la destination, en fait. Il y en avait plusieurs où ça collait vraiment bien. Et en fait, ça a réduit le champ des endroits où on cherchait des biens immobiliers. Puis on cherchait aussi des biens que dans des petites communes de montagne. Ouais, on voulait pas être dans des grandes villes ou des grands villages. Ouais. Typiquement. Et avec un budget accessible, parce que la Suisse est quand même réputée pour être assez chère. Mais ça va de pair. Ça va de pair. En fait, les grandes stations de ski, tu vois, un peu connues, c'est pas payable. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Mais c'est pas non plus les endroits où on aurait voulu être. Parce qu'en fait, si on parle d'impact local, je sais pas si tu connais des stations comme Verbier ou Crans-Montana, qui sont un peu nos grosses stations en Suisse. Ils ont pas besoin d'un co-living pour créer du dynamisme et de l'impact. Enfin, on ferait
aucun effet dans ce genre d'endroit. Ça serait cool, comme tu vois, pour les co-livers d'avoir des trucs, mais d'un point de vue impact de notre co-living, il serait proche de zéro, quoi. Non, et en fait, on arriverait sûrement à remplir un co-living dans les grandes stations comme ça, mais déjà, de nous, ça ne nous plairait pas d'habiter là-bas parce que c'est pas notre philosophie de vie. Mais après, du coup, on préfère créer un co-living dans un petit village et d'attirer des gens qui sont aussi intéressés par venir vivre dans un endroit comme ça. Donc, et tenter l'expérience. Donc, c'était ça vraiment notre mindset. Et c'est comme ça qu'après avoir rencontré la présidente de la commune d'Evolène, donc de la municipalité où on est, qu'on a cherché de l'immobilier, qu'on est tombé sur l'hôtel qu'on a finalement acheté. Et pour la petite anecdote, parce que j'allais te demander. Ouais, la petite anecdote, c'était assez drôle parce que moi je savais que mes parents s'étaient rencontrés dans le Val d'Airain, mais j'en savais pas plus. Enfin, c'était il y a 40 ans en arrière. Et en fait, au moment où on a fait l'offre d'achat, j'ai envoyé un WhatsApp à mon papa avec le lien de l'annonce. Et j'ai dit, regarde, on est en train de faire une offre pour ce bâtiment-là. Et je le vois, tu vois quand quelqu'un tape sur le téléphone, et je le vois qu'il tape pendant un moment et tout. Et la réponse qu'il m'envoie, c'est tu me croiras pas, mais c'est là qu'avec ta mère, on s'est rencontrés. Et en fait, mon père faisait un stage de fanfare militaire, parce qu'en Suisse, t'avais encore à l'époque, enfin encore maintenant, t'as l'armée obligatoire pour les hommes. Et ma mère était un week-end entre copines, et en fait, ils se sont rencontrés dans la pension qui est maintenant le co-living, quoi. Ah, c'est fou, j'adore ce genre d'histoire. Ça fait quelques mois maintenant que vous êtes ouvert et comment vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance de ce co-living? Comment se passe, je sais pas, une journée type Ce qui se passe déjà tous les jeudis soirs, et c'est le moment un peu qui rythme la semaine du co-living, on fait ce qu'on appelle un family meeting. Ça sonne un petit peu communautaire, mais c'est le but, ou familial, mais c'est un peu l'idée. Donc après le souper, on dit en Suisse. Donc le soir, après avoir mangé, on reste autour de la table tous ensemble et puis on essaie de se faire un petit programme de la semaine. Donc déjà, on organise les repas parce que chez nous, du lundi au vendredi, c'est des gens qui cuisinent, avec petits groupes de personnes qui cuisinent pour tout le monde. Donc par exemple, le lundi, il y aura 2 ou 3 personnes qui vont cuisiner pour tous les autres, mais après, le reste de la semaine, ils n'auront pas besoin de cuisiner, c'est des autres gens qui vont cuisiner pour eux. C'est un peu pour nous une façon de créer cette communauté, de faire qu'on discute au moins une fois par jour parce qu'on a tous nos boulots et tout. Donc du coup, au moins le soir, on mange ensemble. Et c'est toujours optionnel, comme on l'a dit, mais jusqu'à maintenant, il y a tout le monde qui a été très content du système. Donc tout le monde a participé en tout cas. Et sinon, ce jeudi soir aussi, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de faire en fait. Et puis c'est comme ça que les activités, elles s'organisent un petit peu. Il y a des gens qui ont envie d'aller randonner, du coup ils se disent ok, ce samedi j'aimerais bien aller là, qui c'est qui veut venir avec moi? Puis ça, on écrit tout ça sur un grand tableau qui est dans la cuisine et du coup visible à tous. Et ça crée un petit peu une sorte de squelette du programme de la semaine qui est toujours très flexible, hein. Mais du coup, il se passe aussi qu'il y a des soirées où on fait des jeux, il y a des soirées où on filme, il y a des soirées où il y a quelqu'un qui présente un Skillshare justement, qui présente ses compétences ou ses connaissances sur un certain sujet. Ou l'inverse, tu as ce qu'on appelle les masterminds, où c'est en fait tu viens pomper un peu les idées de la communauté pour des projecteurs. On a une fille par exemple qui est en train de monter une plateforme pour les gens qui aiment lire, tu vois, pour faire des avis, mettre des avis sur des livres et tout ça. Et en fait, ils sont en train de développer ça avec un designer et un développeur. Et elle nous a pitché son projet et elle avait 1000 questions un peu à poser, tu vois, d'un point de vue soit du business plan, du design, de l'interface utilisateur. Et pendant 2 heures, on était 12 à la cuisiner un peu. Ouais, mais pourquoi ça et puis t'as réfléchi à ça, puis pourquoi? Et en fait, c'était assez cool aussi parce que elle, ça lui a permis de confronter son projet et de voir un peu des feedbacks. Et à ce moment-là, dans la maison, il y avait des Canadiens, un Indien, une Iranienne. Enfin, il y avait des gens de partout. Des développeurs, des marketeurs. Ouais. Donc voilà comment s'articule un petit peu la semaine en fait. Et du coup, en général, le soir, il y a souvent quelque chose qui se passe. Le week-end, il y a des activités tout le temps. La journée, La journée. Et puis même en semaine, il y a moi, par exemple, rien que si je vais, parce que moi, j'ai pas d'horaire spécial semaine, week-end. Donc souvent, je pars faire un truc en semaine, je vais me faire une rando ou un sommet ou un truc comme ça. Là, je propose, on a aussi un outil de communication qu'on utilise, ça s'appelle Slack. Donc, on a un Slack du co-living et du coup, je poste dans le Slack que je dis demain, je vais partir faire tel rando, qui même me suivent, quoi. Et du coup, en général, je pars pas tout seul, quoi. Les gens, ils retrouvent quand même le Slack. En général, il y a ça dans tous les co-living. Le family meeting, c'est souvent quelque chose qu'il y a dans les co-living aussi.
Les soupers tous les soirs, ça, il n'y a pas forcément de pas. Souvent, c'est une fois par semaine. Ouais, souvent c'est une fois par semaine. Les gens, ils sont pas perdus et puis ils savent comment ça fonctionne et du coup, il y a tout le temps des choses qui s'organisent. Et tu demandais pour le profil, ça c'est un truc où c'est le profil des gens. Ça c'est vraiment un truc qui est dur à répondre parce que jusqu'à maintenant, alors ça fait que 5 mois qu'on est ouvert, tu vois, mais on a eu des gens, ça allait de 22 à 55 ans. Je sais que ça peut aller bien plus haut parce que dans d'autres co-living, on a vécu avec des gens qui en avaient 70. Des profils qui travaillent encore. Alors en l'occurrence, ça c'était génial, c'était un retraité qui écrivait un livre sur la cuisine péruvienne et il avait choisi un co-living parce qu'il voulait faire tester ses recettes à plus de monde. Ah, génial. Et du coup, pendant un mois, on a eu droit à des recettes péruviennes absolument incroyables. Donc non, mais voilà. Mais après, tu vois, on dit travailler, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Quelqu'un qui a démissionné et qui veut se consacrer à l'aquarelle ou j'en sais rien. Oui. En fait, il faut que quelqu'un ait une activité. Mais puis après, ouais, au niveau du profil, je dirais que nous, peut-être le point commun qu'ont les gens, c'est quand même ils sont globalement assez sportifs. Oui, en tout cas, ils aiment être dehors. Ici, c'est un village de 300 habitants, donc il faut venir. Les gens, ils viennent pour la nature, vraiment. Et le fromage. Le fromage, oui. Surtout que oui, on rigole pas avec le fromage en Suisse. On sait qu'il y a des rituels qu'il faut bien respecter. On a une fromagerie à côté du co-living. Qui a remporté le prix de championne suisse du fromage à raclette l'année passée. Donc on ne rigole pas avec ça chez nous. Oui, je sais qu'on rigole pas avec la raclette, hein, parce que la fois où je suis allée en Suisse, les Français sont beaucoup décriés parce qu'on rajoute beaucoup trop de choses dans la raclette. On parle pas. On peut pas parler de ça. C'est pas possible. Voilà. Je sais qu'il y a Bon, comme on est un co-living, on est dans un endroit international, on a l'esprit ouvert sur de différentes. Est-ce que vous faites des cours quand même de la raclette à la Suisse? Oui. On leur explique comment on fait chez nous, mais on n'oblige personne à manger comme nous. Non. Alors, avant de se quitter, bien sûr, je mettrai toutes les ressources dans la description de l'épisode. Comme ça, si les gens ont envie de manger une vraie raclette suisse, de rencontrer plein de gens sympas et d'aller randonner à la montagne, ils pourront venir dans votre co-living. Mais au-delà de ça, comment, d'après vous, on peut trouver un co-living? Et quels sont peut-être les points de vigilance, les trucs à regarder, les critères à regarder avant d'opter pour un co-living plutôt qu'un autre? Pour trouver un co-living, il y a une app qui a été créée il y a une année par un couple d'Espagnols. L'app, elle s'appelle MapMelon, c'est aussi un site internet. Et eux, je trouve ça hyper cool parce qu'il y en a plein des sites qui regroupent tous les co-living. Mais en fait, MapMelon, ils ont la particularité de focaliser uniquement sur les co-living de communauté. Donc on va pas retrouver les gros Célina ou bien les co-living de ville. Donc c'est vraiment un endroit où on peut trouver des petits co-living indépendants. Et ça, c'est pas mal. Après, je dirais que pour éviter, entre guillemets, des erreurs, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, mais je pense que chaque co-living a un peu son truc spécial, tu vois. Genre, justement, à Nine, ils proposent du yoga. Nous, on n'en fait pas. Mais en fait, nous, il y a plutôt le côté outdoor, montagne. Donc, escalade beaucoup. On est en train de réfléchir. Enfin, on va mettre un mur de blocs dans notre cave à partir du mois d'avril. Par exemple, à Nine, on a rencontré quelqu'un qui est venu, et ça a été la seule fois de ma vie où j'ai vu quelqu'un quitter un co-living. Le gars, en fait, il était passionné de discothèques et de grandes fêtes. Et en fait, Nine est un village de 800 habitants, mais il n'y a pas l'option clubbing, tu vois. Enfin, ça se passe dans la capitale, qui était à 2 heures de route. Et il était hyper déçu qu'en fait, on n'aille pas tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, faire 4 heures de route aller-retour, enfin 2 heures aller, 2 heures retour, pour aller dans les boîtes de nuit. Et il disait, ah, mais en fait, c'est nul, il n'y a pas d'ambiance dans ce co-living. Et en fait, il avait juste pas fait sa recherche, tu vois, parce que... Oui, il avait pas bien regardé peut-être le site. C'est ça. La description et tout ça. Mais sinon, sur Instagram, c'est facile de se faire une idée. Donc, je dirais, comme on disait, c'est les caractéristiques importantes d'un co-living, c'est la communauté, les infrastructures, l'endroit où c'est. Et en général, sur Instagram, comme c'est beaucoup le réseau social que les gens qui travaillent en ligne utilisent, et ben, du coup, les Instagram des co-living, ils sont assez bien développés et du coup, on y voit bien ce qui se passe. Et du coup, ça donne une bonne idée de ce qui va se passer dans le co-living, en fait, parce qu'il y a toujours des stories, des photos, des réels, des trucs. Et puis, du coup, ça donne une idée de ce qui se passe dans le co-living quand même. D'ailleurs, il y a des Français qui écoutent dans tes auditeurs et puis qui cherchent des co-living en France. Il y en a un qui s'appelle Cloud Citadel, qui se situe à Briançon, qui est dans une région de montagne, qui est un super chouette co-living aussi pour une première expérience. Et autrement, il y en a un qui vient d'ouvrir en Normandie, ça s'appelle Les Briques. Ça a l'air très 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 sympa. On n'y a pas été personnellement à celui-là, mais il a l'air cool. Bah, il y a un dans les Pyrénées qui nous, avec quelqu'un avec qui on échange beaucoup, qui s'appelle Pyrénées Escape. Celui-là, il a l'air vraiment cool aussi.
Et pour ceux qui ont envie de tester la vie de château, il y en a un qui s'appelle Château Co-Living en Normandie aussi. Et celui-là, il est carrément dans un château. Donc, dans le genre atypique. Après, c'est en Normandie. Donc, il faut aimer ce côté-là des choses à faire. Mais tu vis vraiment dans un château, quoi. Mais le vrai de vrai. Le vrai de vrai. Ouais, non, j'ai bien saisi. J'irai voir, du coup. Donc, il y a différentes... Il y a plein d'options différentes. Et Château accepte les familles, hein, tout comme Pyrenescape, si jamais. Je dis ça bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à poser la question, mais il y a des co-living, du coup, où on peut venir en famille. Tout à fait. Château et Pyrenescape, ils acceptent les familles. Je dis ça, je dis d'accord. Okay. Il y en a encore très peu, hein. Il y en a encore très peu. Ouais, parce que conjuguer boulot, plus enfant, c'est quand même pas évident. Déjà que moi, je trouve que concilier voyage et travail, c'est pas facile. Nous, personnellement, on l'a jamais fait avec Sébastien. C'est-à-dire, soit on est en voyage, soit on travaille. Alors même si je dis ça, en même temps, on est blogueur voyage, donc quand on est en reportage pour une destination, on est en voyage et on travaille, mais on est sur la production de contenu, on fait les vidéos, les photos, etc. Mais tout le travail, on va dire, de bureau, on le fait toujours à un moment qui est distingué, en fait, du voyage. Moi, c'est vrai que quand je suis dans une destination, je vais avoir tellement envie de découvrir la destination que j'aurais du mal à rester derrière mon bureau. Et tu sais, tu dis ça, mais des co-living, c'est des bonnes occasions de mutualiser aussi. Hein. Il y en a un en Galice qui s'appelle Icelow, où en fait, là, tu vois, les parents, ils s'organisent entre eux. Donc, genre, le mardi après-midi, t'as un papa qui dit « Bon, je vais à la plage ». Il embarque les 6-7 enfants. Et du coup, les parents, ils bossent l'après-midi. Et le lendemain, c'en est un autre qui dit le matin moi, je vais faire, je sais pas quoi, du char à voile. Et hop, il en embarque 5-6. Et puis, donc ça, c'est un co-living qui est exclusivement axé sur les familles. C'est encore différent. C'est encore différent. Il y en a qui acceptent les familles. Et eux, ils sont exclusivement destinés aux familles. C'est quoi vos projets particuliers là, pour le co-living, vos envies, ce que vous avez envie de développer, notamment en lien avec le village ? Des idées, on en a plein, mais la plus concrète à l'heure actuelle, c'est l'idée, en fait, pour nous, c'est de sortir notre espace de coworking de nos murs. Et on est en train de discuter avec la municipalité et l'Office du tourisme pour créer un petit espace. On va pas appeler ça coworking, parce qu'on va plutôt appeler ça maison de village, parce que ça marchera mieux. Ça englobe plus de choses. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir proposer un espace où les gens pourront se rencontrer, qui sera à l'extérieur et qui sera autant ouvert à nos co-livers qu'aux vacanciers de passage, qu'aux propriétaires de résidences secondaires, qu'aux habitants. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un endroit pour travailler, mais aussi le soir où des assos, elles peuvent faire de rassemblées générales, des répétitions de chœurs, de créer un peu une espèce de maison de village. Et là, du coup, après-demain, on a des villageois qui viennent boire du vin chaud et manger des biscuits de Noël chez nous pour discuter du projet. Donc, on a organisé une table ronde en novembre. Et là, on fait la deuxième séance avec les villageois. Et du coup, vu que nous, on est fermés pour les fêtes, on fait ça chez nous avec du vin chaud. Yes. Et on avance sur ce projet. Et pour nous, c'est vraiment ça, la motivation qui va venir être principale après avoir vraiment créé le co-living, rénover notre bâtiment. Ça va nous prendre encore 2 ans, je pense. Mais c'est de pouvoir nous intégrer et puis de pouvoir casser la bulle, comme on dit, break the bubble en anglais. Mais parce que l'idée, c'est pas d'être dans notre coin, de faire notre truc dans ce petit village, même si notre co-living il marche bien. Et puis que l'idée, c'est aussi de pouvoir faire quelque chose où on est ouvert, participer à des activités, avoir un bon impact, créer des projets avec les gens du coin. Donc ça va prendre du temps. Donc ça a été le lieu de rencontre de tes parents et ça va continuer à être le lieu de rencontre de plein de personnes pour des projets amoureux ou pas du tout. On a eu notre premier couple déjà. Notre premier couple s'est formé. Donc. Bon, on peut tout trouver dans les co-living, donc allez-y. Ça fait agence matrimoniale en plus, potentiellement. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément. Je doute pas que vous allez construire plein de belles choses parce que vous êtes des super personnes et que vous avez cette fibre-là qui fait que forcément, on a envie de vous suivre. Donc, j'espère qu'un jour on pourra venir vous faire un petit coucou dans vos montagnes, voilà. Et merci beaucoup à tous les deux. Puis bel hiver à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus en tout cas. Et puis on espère te voir bientôt dans nos petites montagnes. Merci énormément d'avoir écouté ce nouvel épisode des coulisses du voyage. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, vous trouverez toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode.
Si vous aimez mon podcast et souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de me laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur toutes les plateformes qui le permettent comme Apple Podcast et Spotify. Venez aussi papoter avec moi sur mon compte Insta @globeblogger, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.